Riche et célèbre, ma meilleure amie m'a laissé derrière, mais le destin a ses plans. Ces mots claquaient comme une promesse brisée quand on se rappelait la première fois où elles avaient juré de partir ensemble. Le village semblait minuscule dans leur mémoire, une poussière de maison, un puits qui rendait l'eau un peu plus fraîche le matin, des rires qui rebondissaient sur les toits. Elles avaient grandi côte à côte, partageant pain, secrets et rêves. Leur pacte tenait plus de l'évidence que de la décision. Partir était la seule façon de ne pas mourir étouffé par la pauvreté. Partir ensemble, main dans la main, pour que personne ne reste seul au bord du chemin. Annabelle avait les mains fines et la force des gens qui n'ont pas le choix. Sarah avait des yeux qui brillaient trop tôt, comme si elle voyait déjà les façades sur lesquelles son nom pourrait figurer. Elles avaient économisé les billets de bus en chantant, elles avaient vendu des gâteaux au marché et compté les pièces sur leurs genoux. Le noir d'une nuit à la belle étoile avait été leur première école. On s'habitue vite à promesses enflammées quand on a faim. Le matin du départ, elles avaient une seule valise à elles deux. La valise était vieille, la fermeture hésitante, le tissu rafistolé à la main. Elles l'avaient posée sur un banc, se tenant par les épaules, et s'était fait la même bénédiction intime qu'on se donne quand on ne sait pas encore quel malheur on va défier. Elles étaient parties au lever du bus, le soleil découpant des bandes dorées sur le pare-brise. La ville, au loin, semblait un espoir immense, plus grand que leur peur. Le partage fut concret au début. Un petit studio, 2 matelas sur le sol, un seul rideau pour fermer la nuit. Elles faisaient la vaisselle ensemble, elles se passaient la chemise propre au matin, elles se racontaient les brèves victoires de la journée. Un pourboire inattendu, une place de travail trouvée au coin d'une rue. « Nous sommes partis à 2, on réussirait à 2, murmurait-elle parfois en se couchant, comme une comptine pour ne pas se réveiller seule. Les premières semaines furent de l'énergie pure. Les heures de travail s'accumulaient, les économies aussi, à la lenteur d'un filet qui, goutte à goutte, finit par remplir un bocal. Annabelle trouva un poste de serveuse dans un petit café. Elle aimait la cadence, le fait d'apprendre à tenir les assiettes comme on tient une promesse. Sarah, elle, enchaînait petits boulots, vendeuse, hôtesse, parfois cours de soutien. Elles se soutenaient, elles se fichaient des regards et des jugements. Leurs rêves se mirent à paraître possibles. Puis vint la première fissure. Ce n'était pas un orage dramatique, mais une minuscule faille, comme un crissement dans le verre. Sarah revint un soir avec une carte de visite glacée qu'elle avait trouvée glissée dans son sac. « C'est pour un entretien, dit-elle, le sourire trop léger. L'entretien fut étrange, presque cérémonial. Il eut des cafés servis par des gens polis, des promesses veloutées, des mots qui ne disaient pas leur prix, mais qui brillaient pourtant. Pouvoir, accélération, connexion. Le représentant, un homme aux gestes mesurés et aux costumes impeccables, traduisit tout cela en chiffon d'or. Nous pouvons ouvrir des portes, nous pouvons accélérer votre ascension. Sarah rentra bouleversée de cette rencontre. Elle passa des nuits à peser les mots et les risques, à se dire que peut-être une chance ne se présentait qu'une seule fois. Les rendez-vous suivants furent plus précis, soirées privées, mains tendues, clauses murmurées. Annabelle était curieuse quand Sarah commenta que l'opportunité était différente, mais Sarah resta vague. Elle avait peur du regard d'Annabelle, peur de souiller leurs promesses par une vérité qu'elle ne savait pas encore avouer. Il y a toujours un instant où l'on choisit. Pour certains, ce moment est silencieux, pour d'autres, il s'accompagne d'un fracas. Sarah choisit en silence. Elle accepta. Ce geste n'eut pas l'allure d'un pacte sombre, mais plutôt celle d'une porte ouverte sans retour. Elle prit un engagement dont elle ne mesurait pas toutes les implications, persuadée que la récompense effacerait le prix. Les semaines suivantes, les signes d'une transformation commencèrent à apparaître comme des taches sur une vitre blanche. Sarah se mit à choisir des vêtements différents, des mots plus tranchants. Ses absences s'allongèrent. Elle prenait des rendez-vous en soi-disant formation, des soirées qui, prétendait-elle, étaient liées à son nouveau travail. Elle commença à publier des photos sur les réseaux sociaux, voyages courts, restaurants éclairés de bougies, une montre dont le cadran semblait avaler la lumière. Elle devenait un personnage dans une vitrine où Annabelle peinait à entrer. Annabelle regardait, parfois, ses publications la nuit, la main serrant un mug tremblant.
La fenêtre du studio laissait filtrer la lumière pâle du lampadaire de la rue. La photo de Sarah brillait sur l'écran comme un soleil artificiel. Les promesses qu'elles avaient eues au départ se transformaient en mémoire. « On a dit qu'on réussirait ensemble », répétait Annabelle dans le silence de la chambre. Elle disait la phrase à voix basse, comme pour conjurer la solitude. Elle se sentait trahie, mais surtout abandonnée, non pas tant par l'argent de Sarah que par l'absence des épaules qui lui avaient servi de point d'appui. Au café, Annabelle travaillait plus dur que jamais. Les heures s'allongeaient, la vaisselle s'empilait, les clients étaient parfois aimables, parfois cruels. Un soir de semaine, dans une tension fatiguée, elle fut accusée à tort d'avoir cassé un plat très cher, une plainte qui devait servir d'excuse au propriétaire pour remplacer des employés fatigués par d'autres plus jeunes, moins revendicatifs. Annabelle avait la preuve que ce n'était pas elle, mais sa parole se heurtait à l'habitude. On écoutait ceux qui signaient des chèques. Elle perdit son travail. La notification fut sèche, professionnelle. Elle remballa ses affaires avec des mains qui connaissaient toutes les égratignures. La chute prit la forme banale d'un soir. Le propriétaire du studio frappa à la porte, la voix lourde, pour annoncer que le contrat n'était pas renouvelé. Il y eut des papiers, des sommes qu'elle ne pouvait payer, des visages qui regardaient ailleurs. Le monde urbain, qui avait paru un terrain de promesses, retrouva sa logique. Si l'argent manque, les portes se ferment. Elle rendit la clé et, cette nuit-là, elle dormit sur ce même matelas, redevenu simple matelas, posé dans un couloir d'immeuble où l'air sentait le café renversé et la fatigue collective. L'humiliation prit aussi la couleur d'une porte qui claque. Un matin, après des jours à dormir chez des connaissances, Annabelle se présenta devant le quartier chic où, quelques mois seulement auparavant, Sarah avait posté une photo d'un dîner. Elle avait entendu que certains restaurants offraient des emplois aux gens vaillants, aux serveurs tenaces. Elle s'avança vers la grille, derrière on voyait des silhouettes et l'éclat d'un tapis. Un gardien, en uniforme trop propre, vérifia son raz-de-marée de doute et la mit face à un verdict. « Ce n'est pas pour vous ». Sa voix n'était pas méchante, elle était simplement l'expression d'un système poli et fermé. Annabelle repartit la tête basse, et cette humiliation fut une pluie froide qui s'ajouta au vent qui l'enveloppait. Pendant ce temps, Sarah montait plus haut. La route qu'elle avait prise n'était pas sans mécanisme. Il y avait des rites, des engagements et des exigences qui se ressemblaient à des chaînes dorées. Les images publiques se multiplièrent, sourires calibrés, verres levés à des réputations mystérieuses, invitations qui parlaient en termes de réseautage et d'exclusivité. Les gens la regardaient autrement. Certains l'admiraient, d'autres la jalousaient avec des commentaires secs. Elle gagna une célébrité relative, celle qui se mesure en mentions et en regards, et la vie sembla reprendre un sens neuf. Mais la richesse, quand elle arrive vite, a une manière de creuser autant qu'elle gonfle. Sarah commença à payer le prix de la route rapide par une série de demandes subtiles. Plus de disponibilité, des sacrifices personnels, des absences qui ne se justifiaient pas autrement qu'en promesses ultérieures. On lui dictait des codes, on lui suggérait des priorités. Les avantages vinrent avec des élastiques. Il fallait les étirer pour recevoir un peu, et bientôt on pouvait sentir la peau tirée. Un soir, après une de ces réceptions illuminées, Sarah rentra seule, plus pâle que d'habitude, les talons sonnant sur le trottoir comme des heures qui se succèdent. Elle prit la route habituelle vers le studio. Elle trouva la porte de leur chambre entr'ouverte et un silence qui pesait. Annabelle n'était pas là. Une affiche sur le frigo, collée à la hâte, expliquait ce qui restait de leur vie commune. « Je prends un peu d'air », avait écrit Sarah, comme si l'air pouvait être réservé. La phrase sonnait comme un écart. Dans les semaines qui suivirent, la distance devint une muraille. Les repas en commun disparurent, les compléments et les confidences aussi. Sarah répondait de plus en plus par textos évasifs, par messages qui parlaient d'événements incontournables. Annabelle essayait d'expliquer sa détresse, mais Sarah évitait les conversations qui lui demandaient d'être entière. Le fossé s'élargissait. Le lien d'avant, fragile comme un verre, se mit à se fissurer davantage. Le motif d'un verre fissuré devint, pour Annabelle, le symbole de quelque chose qu'on pourrait peut-être recoller, mais qui ne récupérerait jamais la même transparence. La pression augmentait. Annabelle errait, faisant des petites missions pour des voisins, nettoyant, vendant des petits gâteaux dans la rue. Elle dormait désormais à l'église la nuit,
Un banc contre lequel elle s'appuyait, la peau des épaules couverte d'une vieille couverture donnée par une paroissienne. L'église était un bâtiment simple, ses vitraux percés par des rayons de lune parfois, sa quiétude plus réelle que n'importe quelle façade. Assise sur ce banc, elle priait. Ce n'étaient pas des prières grandioses, ce n'étaient que des mots raccrochant sa journée à une espérance ténue. Elle demandait la force de tenir, pas la délivrance immédiate. Un matin, alors que la ville semblait retomber dans ses habitudes de bruit, Annabelle fut réveillée par un chœur de voix douce. Maman Lucie était entrée dans l'église. On l'appelait maman sans familière complicité religieuse seulement. C'était une manière de reconnaître la personne qui offrait des bras et des solutions. Maman Lucie avait cette voix de femme plus âgée, une manière de parler comme si elle retirait les épines du monde avec un regard. Elle vit Annabelle, la reconnut, sa mémoire était longue pour les visages qui cherchaient une main. Maman Lucie raconta vite que le grand restaurant de la ville, celui où les nappes étaient blanches et les serveurs militairement organisés, cherchait du personnel. Elle connaissait le propriétaire, avait des mots bons pour les gens qui vendaient leur âme au travail honnête. « Viens, ma fille, essaye un soir, montre-leur que tu tiennes une assiette sans trembler. » Ce furent des mots simples, presque banals, mais pour Annabelle, ils avaient la densité d'un plancher sous lequel se trouvait une chance. Elle accepta. Le trajet vers le restaurant fut un mélange de peur et d'espérance. Les murs de la ville semblaient regarder leur propre reflet dans la silhouette d'Annabelle. Elle pensa à Sarah, à la façon dont elles avaient ri de la pluie quand elles étaient petites, et se demanda comment expliquerait-on à quelqu'un que l'on a besoin de mains pour se remettre debout. Elle n'écrivit pas à Sarah. Elle ne voulait pas encombrer ce qui restait entre elles d'une demande. Elle voulait se lever par ses propres forces. Ce fut un soir de service que tout commença à changer. Le restaurant était une mécanique bien huilée. Clients bienveillants, chef concentré, un balai de gestes précis. Annabelle apprit vite. Elle ne cherchait pas la gloire, elle cherchait la justesse. Elle fut patiente, observant, passant d'une station à une autre, mémorisant les visages. On la regarda d'abord comme on regarde quelqu'un qui a l'air habile mais fatigué. Puis la reconnaissance s'installa. Des clients remarquèrent sa diligence, d'autres goûtaient plus à son sourire qu'à leur plat. Pendant ce temps, la vie de Sarah prit une tonalité différente que la seule beauté d'une montre. On lui demanda plus, on lui demanda des preuves d'allégeance. Des clauses oubliées se rappelèrent à sa mémoire. Les promesses dorées se transformèrent en exigences noires. À un moment, on lui demanda de couper définitivement tout lien avec ce qui pourrait risquer l'image. On lui expliqua que l'attachement public à des origines trop exposées pouvait être un problème. C'était formulé avec diplomatie, mais l'idée était claire. Pour monter, il fallait parfois s'enfermer. Sarah se retrouva devant un choix qui ne ressemblait pas au précédent. Cette fois, il y avait moins de lumière pour masquer la chaleur du prix. On lui proposa de signer, et, dans l'entre-deux des annonces et des soirées, elle se sentit comme une actrice dont on changeait le costume. Elle signa. Les signatures, parfois, scellent autant qu'elles libèrent. Alors que tout cela se jouait, les photos de Sarah s'empilaient sur le réseau social. Cocktail au coucher du soleil, mains liées à d'autres mains, hashtag qui parlait d'ascension. Le monde la vit comme une réussite. Les commentaires affluaient, certains admiratifs, d'autres sceptiques. « Elle a réussi », écrivait-on brièvement, sans interroger le prix. Pour Annabelle, ces images étaient des éclats de glace dans une vitre qui n'arrivait plus à refléter l'ancienne chaleur de leur amitié. Un soir, après un service particulièrement long au restaurant où elle travaillait, Annabelle reçut une alerte sur son téléphone, une notification qui vint comme un coup. C'était une photo récente de Sarah, posée dans une salle éclairée, entourée de silhouettes qui portaient des insignes distingués. Sous la photo, un commentaire. Nouveau chapitre. Il n'y avait ni marque d'amitié, ni dédicace. La photo sonnait comme un panneau dressé sur un chemin que l'une d'elles avait choisi seule. Annabelle laissa son téléphone s'éteindre. Elle resta un instant à regarder la lumière au-dessus de la table, à écouter la rumeur du restaurant. Un client la remercia, la bourse glissait dans la main. Son sourire fut sincère. Elle se sentit pour la première fois depuis des mois comme si elle pouvait construire quelque chose sans emprunter des raccourcis dangereux. Elle travailla dur. La reconnaissance vint par stades, comme les saisons. Un critique local nota son service. Un habitué, influent, recommanda son nom à d'autres. Elle gagna peu à peu des petites opportunités. Une formation en gestion, la chance de diriger une équipe de serveurs lors d'une soirée de gala. Les choses prirent du temps, mais elles s'ancrèrent. La ville, qui pouvait être froide, offrit parfois des mains chaudes.
Pendant ce temps, la loge, ce nom que l'on murmurait parfois sans le prononcer entier, montrait son visage contrôlant. Les demandes d'engagement devinrent plus précises, les règles plus fermes. Sarah sentait la main qui la guidait, mais aussi la main qui verrouillait. Elle commença à douter parfois, mais le doute était un luxe quand on avait déjà signé. Les apparences devenaient un filet dont il était difficile de s'extraire. Il y eut un moment où Annabelle, en pleine fatigue, laissa tomber une assiette. Elle se recroquevilla, honteuse, sur le sol du restaurant. La voix du chef était dure, mais la main de maman Lucie s'abattit sur son épaule et lui fit signe de se relever. « Tu tiens bon, dit-elle. » Ces mots, simples, faisaient plus effet que tous les commentaires laudateurs. Annabelle comprit qu'elle n'était pas seule, même si son amie l'avait désertée. Elle trouva des gens qui croyaient à la valeur du travail, pas à la célébrité instantanée. La ville, pour elles deux, était une arène multiple. Elle pouvait élever, humilier, offrir des mains tendues et fermer des portes en un battement. Les deux trajectoires se déroulaient, parallèles mais opposées. L'une montait grâce à un chemin qui glissait parfois vers l'ombre. L'autre, fatiguée et lente, grimpait par la sueur et la constance. Les deux commençaient à ressentir le prix de leur décision. Et pourtant, rien n'était encore tranché. Sarah avait tout, apparence, invitation, la chaleur du monde qui admire. Mais avec tout ce qu'elle avait récolté venait aussi l'exigence d'être conforme. Annabelle n'avait que ses mains et sa foi ténues, mais elle commençait à récolter le respect de ceux qui la voyaient travailler. Entre les deux, la fissure continuait de s'agrandir. Le verre, qui les avait unis, avait maintenant des stries sombres. Si cette histoire vous parle, dites-nous-en en commentaire. Que feriez-vous si votre meilleur ami devenait soudain viche et s'éloignait? Pardonneriez-vous facilement? Chercheriez-vous à comprendre? Écrivez ce que vous pensez, votre réponse importe. Les jours suivants furent une succession de petits événements qui, mis bout à bout, changeraient tout. Un soir pluvieux, Sarah reçut un ultimatum. Plus de présence, plus d'adhésion visible. Elle sentit l'étau se resserrer. On lui demanda de se séparer de certains liens publics, de changer quelques habitudes en apparence insignifiantes. Elle revit, à ce moment-là, leurs valises d'autrefois, leurs matelas posés par terre, les rires contenus. Mais la tentation d'un avenir plus radieux, la peur de perdre une position nouvellement acquise, firent pencher la balance. Elle accepta l'ultimatum, croyant qu'elle pouvait revenir ensuite réparer ce qu'elle sacrifiait. Annabelle, de son côté, travaillait pour un événement où elle croisa, sans le savoir, l'un des clients influents qui avait l'habitude de fréquenter les mêmes soirées que Sarah. Ce client la remarqua. Sa manière de servir, la courbure d'attention dans sa voix, la dignité qui ne demandait rien. Il la consulta, la fit inviter à une autre soirée, lui offrit des mots qui firent naître de nouvelles portes. Ce que la ville donnait, elle le donnait parfois à ceux qui savaient tenir. La balance commençait à osciller. Les réseaux montraient une Sarah scintillante, mais la vie en coulisses la forçait à faire des choix délétères. Annabelle, quant à elle, commençait à goûter aux fruits d'une persévérance humble. Elle était encore loin du sommet, mais ses pas étaient sûrs. La ville, qui avait d'abord semblé fauve, s'avérait parfois capable de reconnaissance lente. Et puis, comme souvent, la vie mit son art d'inverser les rôles à l'œuvre. Une série d'événements imprévus allait rapprocher la chute d'un côté et l'élévation de l'autre. Les motifs, valises, matelas, vitrail d'église, portes du quartier chic, photos sur les réseaux, se mêlaient désormais aux actes et aux conséquences. La scène suivante ne fut pas un dénouement, mais une rampe de lancement vers quelque chose de plus grand. Non pas la revanche vindicative, mais la preuve que les choix forgent des destins, que la dignité se reconstruit et que le pardon ne supprime pas les cicatrices. Dans la pénombre d'une nuit de garde, alors qu'Annabelle essuyait des couverts fatigués, elle se surprit à penser « Si elle frappe à ma porte, que ferai-je » La question resta suspendue. Elle essuya une dernière assiette et, sans le savoir, posait les fondations d'une décision qui, un jour, mettrait à l'épreuve tout ce qu'elles avaient juré enfant. La phrase restée en suspens sur les lèvres d'Annabelle « Si elle frappe à ma porte, que ferai-je » ne demandait pas une réponse immédiate. Elle s'ouvrait puis se refermait comme une blessure que l'on ose toucher. Les semaines qui suivirent furent pleines de petites épreuves, d'événements qui, mis bout à bout, allaient dessiner le retournement inévitable. Pour Sarah, la pression devint une présence physique. Les soirées où l'on lui demandait d'être toute image se succédèrent. On lui rappelait subtilement ses dettes émotionnelles, ses limites discrètes, l'étiquette à respecter.
Il lui fut demandé d'éclipser ses racines dans des interviews, de ne plus accepter d'invitations populaires, de couper toute visibilité qui la rattachait trop au passé. On la louait pour sa transformation, puis on la jugeait selon des codes invisibles. Elle accepta encore, croyant que ses concessions n'étaient que le prix de son nouveau monde. Mais un jour, la demande excéda ce qu'elle pouvait donner. On lui proposa un engagement public où elle devrait dénoncer, en termes vagues, l'archaïsme des origines, un discours qui blanchirait son présent au détriment d'un passé qui lui appartenait pourtant. Cette exigence la heurta au centre, elle sentit enfin la faille morale. Refuser signifiait risquer tout ce qu'elle avait gagné, accepter, trahir ce qu'elle était. Elle hésita. L'hésitation, dans ce milieu, se paye cash. La conséquence fut rapide et implacable. On retira son accès à certains avantages, la carte qu'elle utilisait, les lignes de crédit, l'invitation à des événements. Ce furent des gestes administratifs, froids et précis. La reconnaissance publique s'étiola en quelques semaines. Les soutiens, qui étaient souvent utilitaires, se délitèrent lorsque l'utilité disparut. Sur les réseaux, les commentaires admiratifs se firent rares. Les photos brillantes restèrent, mais en dessous, les mentions tombaient comme des feuilles mortes. Elle se retrouva isolée malgré sa célébrité apparente. La chute prit les formes les plus banales. Loyers impayés, appels insistants, un propriétaire qui n'attend pas. La garde-robe de luxe s'avéra peu utile quand un avis d'expulsion arriva. Le luxe laissa la place à l'avidité bureaucratique. Une Mercedes qui n'était plus à elle fut remorquée, objet personnel saisi, et la fameuse montre au cadran brillant se retrouva chez un prêteur. Quand elle se heurta au silence des anciens alliés, Sarah comprit qu'elle n'avait pas de filet. Les amis du sommet avaient été choisis pour leur capacité à flatter son image, non pour leur fidélité. C'était un constat douloureux, mais limpide. Il y eut des nuits, longues, alcoolisées, solitaires, où Sarah erra dans la ville qu'il avait tant louée puis oubliée. Les mêmes rues qu'il avait vues monter semblaient maintenant l'ignorer. Elle retourna une fois au quartier chic, non pour réclamer ce qu'on lui avait pris, mais parce qu'elle avait l'illusion que franchir cette porte pourrait réparer. Le gardien, le même qui autrefois avait barré l'entrée à Annabelle, la regarda avec une distance polie. « Vous ne pouvez pas entrer ». Il posa sa carte et la porte resta fermée. L'humiliation, cette fois, ne prit pas la couleur de la colère, mais celle du froid. La pluie qui vint ce soir-là mit une ponctuation sonore à sa défaite. Sarah se réfugia sous un auvent, tremblante, tenant dans sa main le dernier communiqué que la loge lui avait envoyé, un papier sec comme un verdict. Elle tenta d'appeler des numéros qui autrefois répondaient. On raccrochait poliment, on répondait que la situation était complexe. Les messages automatiques des relations d'images s'enchaînèrent. Sur l'écran, les photos d'elle scintillaient toujours, mais sans chaleur humaine. Elles étaient littéralement des images. C'est dans cet état qu'elle se dirigea, les pas mal assurés, vers une vieille église dont les vitraux lui paraissaient désormais moins lointains. Peut-être cherchait-elle une mémoire, quelque chose qu'elle aurait laissé là en partant sans le savoir. Elle poussa la porte, l'odeur du bois poli et de la cire la frappa comme une présence familière. On y célébrait une réunion de bénévoles. Des voix basses parlaient de repas, de secours, de personnes à accompagner. Elle se glissa à l'arrière, s'assit, et pour la première fois depuis des mois, ses épaules se relâchèrent quelques secondes. Annabelle, pendant ce temps, avait gagné en stabilité, mais non sans peine. Les mois passés derrière le comptoir, à essuyer des assiettes et écouter les confidences des habitués, avaient façonné quelque chose en elle, une patience tenaillée, un sens aigu de la dignité du travail. Ses efforts furent remarqués, d'abord par maman Lucie, puis par un client influent, un organisateur d'événements qui avait besoin de personnes de confiance pour une soirée de charité. Il vit chez Annabelle une compétence rare, servir sans s'approprier la scène, exécuter sans qu'on le remarque. La soirée fut un tournant discret. Annabelle géra le flux, calma un client mécontent, trouva la bonne expression pour un plat mal présenté. Un journaliste local, présent pour couvrir l'événement, observa son calme. Il écrivit plus tard un article sur les « invisibles » de la ville qui la mentionna comme exemple. Une femme qui, par un travail honnête, trouvait la reconnaissance non pas en un instant, mais par accumulation de gestes. Ce papier, lu par quelques éditeurs, produisit d'autres occasions. Des remplacements, une formation en gestion hôtelière, une petite bourse offerte par une association locale. Rien de spectaculaire, pas de remise de prix nationale, mais une progression tangible.
Annabelle fut invitée à coordonner un dîner de bienvenue pour des artisans venant d'un autre pays. Le bouche à oreille fit son œuvre. Elle économisa modérément, prit un petit studio avec un matelas plus ferme, remit sa valise d'autrefois dans un compartiment moins poussiéreux. Les motifs, la valise, le matelas, la lumière de l'église revinrent comme des témoins d'une continuité retrouvée. La ville, qui avait bercé tant de promesses fragiles, reconnut à sa manière la valeur de l'effort. Annabelle se tenait humblement à l'écart de la mise en scène, elle préférait que l'on parle de son équipe plutôt que d'elle. Elle fit en sorte de proposer des emplois à des collègues en difficulté, recommanda un ancien serveur à maman Lucie, et la petite famille de travail qu'elle forma devint lentement une source d'entraide. Ce n'était pas un succès instantané, mais il construisait quelque chose de plus solide qu'un simple reflet, une réputation fondée sur des actes. La chute de Sarah alla de pair avec des épisodes d'épuisement. Un soir, elle perdit son sac dans une rame de métro, avec toutes ses dernières cartes et un peu de bijoux qu'elle gardait pour des jours difficiles. Le vol ne fut pas spectaculaire, mais il fut symbolique. Même les artifices de protection s'évanouissaient. Elle dormit quelques nuits dans un refuge, ensuite sur un banc, et finit par se trouver devant l'église où, des semaines plus tôt, Annabelle avait prié sans savoir. Ce jour-là, Annabelle était présente à la messe du matin. Elle leva les yeux et vit, dans l'ombre du porche, une silhouette qu'elle reconnut malgré tout. Sarah, plus frêle que dans les photos, avec une main qui tenait mal son sac plastique. Le monde fit un bruit de fond, et tout se concentra sur ce moment. Les deux femmes se regardèrent, et plusieurs secondes suffirent pour que la mémoire de la valise, du studio, des rires, revienne en cascade. Sarah fit un pas, puis un autre, comme si elle marchait sur des planches qu'elle craignait de briser. Les mots qui sortirent furent maladroits. « Annabelle !» Sa voix était cassée. « Je sais que je t'ai blessée. Je suis venu te demander pardon. » Ce n'était pas une supplique spectaculaire, mais l'air d'une vérité nue. Les yeux de Sarah portaient la fatigue et la honte. Il y avait aussi quelque chose d'autre, une petite étincelle, peut-être de la volonté. Annabelle resta silencieuse un moment. Autour, les vitraux absorbaient la lumière. Quelques paroissiens baissaient la tête, respectant la gravité d'une rencontre. Elle se rappela la promesse de leur enfance, la façon dont elle s'était liée en partant. Elle se rappela aussi les nuits sur le banc, la honte d'être vue par ceux qui lui avaient tourné le dos. Son cœur était partagé. La colère était froide, comme un verre qu'on ne brise pas par pitié. La compassion aussi, chaude, comme un rideau que l'on pousse pour laisser entrer la lumière. « Entre » dit-elle enfin, sans s'adoucir outre mesure. Sa voix était ferme, mais distante. Sarah, la tête penchée, vint s'asseoir sur le banc de l'église. Le silence entre elles n'était ni paisible ni violent, il était chargé comme une balance. Sarah tenta d'expliquer. Elle parla des soirées, des promesses, de la pression, de la peur qui lui avait serré la gorge. Elle parla aussi de la demande qui l'avait brisée, couper les ponts, oublier, s'effacer. Elle confessa son orgueil, ses mensonges, les petites trahisons accumulées. Elle pleura, silencieusement, parfois en hoquetant, devant la femme qui avait été sa compagne de route. Annabelle écouta, pesant chaque mot. Elle n'évita rien, mais elle ne fit pas non plus de procès. Quand Sarah eut fini, un long moment de respiration passa. Annabelle prit la parole, calme, précise. « Tu m'as laissé, Sarah. » « Pas seulement financièrement. Tu as choisi un chemin qui m'excluait. J'ai dormi dans des lieux qui m'ont appris l'humilité. Je t'ai cherché et parfois j'ai trouvé seulement ton silence. » Sa voix trembla légèrement, l'émotion intacte. « Je peux t'accueillir, mais je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. La confiance a des fissures. » Sarah inclina la tête. « Je sais que je n'ai pas le droit d'exiger que tu oublies. Je ne veux pas revenir à ce que nous étions sans avoir réparé. Je veux aider à réparer. Je veux recommencer. Pas comme avant, mais d'une manière honnête. » Annabelle la regarda. La compassion luttait avec la prudence. Elle pensa aux nuits passées à essuyer des couverts, à la déception qui avait travaillé ses muscles. Elle pensa aussi aux mots que maman Lucie lui avait dit un jour. « Aider n'est pas abdiquer. » Elle prit une décision mesurée. Offrir un toit pour quelques nuits, de la nourriture, mais exiger un engagement concret. « D'accord, dit-elle enfin. Tu peux rester quelques jours ici. Nous allons appeler quelques personnes pour t'aider à remettre ta situation en ordre. Mais tu dois accepter de suivre certaines règles. Honnêteté totale, pas de manipulation sur les réseaux et participation à des activités de réparation. Travailler bénévolement dans une distribution alimentaire par exemple.
Tu dois aussi accepter d'aller voir quelqu'un pour parler. Sarah hocha la tête, soulagée et reconnaissante. Je ferai tout, Annabelle. Je veux racheter ce que j'ai perdu. Je ne veux plus fuir. Le processus de réparation ne fut pas immédiat. Les premiers jours, la cohabitation fut maladroite. Les habitudes d'autrefois ne revenaient pas d'un coup. Annabelle remettait de l'ordre, rangeait la valise, lavait la montre qui avait perdu son éclat, et Sarah aidait sans prétention, parfois en marmonnant des excuses. Les voisins, à qui l'on fit savoir l'arrivée de Sarah, observèrent avec un mélange de curiosité et de réserve. Certains murmurèrent, d'autres furent plus cléments. La vie quotidienne devint un lieu de petites preuves. Maman Lucie joua un rôle discret mais déterminant. Elle apportait des repas, fit jouer son carnet de contact. Elle avait cette capacité propre aux femmes qui ont vu la misère passer et revenir. Elle savait quand tendre la main et quand poser une limite. Grâce à elle, Sarah retrouva un interlocuteur administratif capable de débloquer quelques documents, d'aider à établir un dossier pour régulariser sa situation. Ce ne furent pas des miracles, mais des étapes administratives nécessaires. Annabelle, de son côté, mit en place une action qui reflétait sa nouveau statut. Elle proposa au restaurant d'organiser des ateliers de formation pour jeunes en difficulté, utilisant son réseau pour créer des places de stage. C'était sa manière de transformer sa réussite naissante en une plateforme d'entraide. Le processus de réparation ne fut pas immédiat. Les premiers jours, la cohabitation fut maladroite. Les habitudes d'autrefois ne revenaient pas d'un coup. Annabelle remettait de l'ordre, rangeait la valise, lavait la montre qui avait perdu son éclat, et Sarah aidait sans prétention, parfois en marmonnant des excuses. Les voisins, à qui l'on fit savoir l'arrivée de Sarah, observèrent avec un mélange de curiosité et de réserve. Certains murmurèrent, d'autres furent plus cléments. La vie quotidienne devint un lieu de petites preuves. Maman Lucie joua un rôle discret mais déterminant. Elle apportait des repas, fit jouer son carnet de contact. Elle avait cette capacité propre aux femmes qui ont vu la misère passer et revenir. Elle savait quand tendre la main et quand poser une limite. Grâce à elle, Sarah retrouva un interlocuteur administratif capable de débloquer quelques documents, d'aider à établir un dossier pour régulariser sa situation. Ce ne furent pas des miracles, mais des étapes administratives nécessaires. Annabelle, de son côté, mit en place une action qui reflétait sa nouveau statut. Elle proposa au restaurant d'organiser des ateliers de formation pour jeunes en difficulté, utilisant son réseau pour créer des places de stage. C'était sa manière de transformer sa réussite naissante en une plateforme d'entraide. La ville la reconnut peu à peu, et l'on commença à inviter son équipe à des événements locaux, non plus pour elle seule, mais pour la solidarité qu'elle représentait. Sarah trouva d'abord un travail modeste, aide-plonge dans une petite cantine associative, tâche humble mais régulière. Elle apprit à nouveau la valeur du réveil à l'aube, de l'effort constant, de la parole dite et tenue. L'anonymat lui convenait après la tempête des projecteurs. Peu à peu, sa dignité se reforgea par l'action honnête, rendre un plat propre, sourire à un bénévole, se rappeler des prénoms. La célébrité perdue avait laissé une cicatrice, mais la reconstruction fit naître une humilité différente. Le public ne fit pas de grands récits romantiques de cette réconciliation. Les réseaux, avides de scandales, préfèrent souvent l'image de la chute spectaculaire. Ici, il n'y eut pas une grande cérémonie de pardon télévisée. Il y eut des gestes simples, un repas partagé dans la cuisine du studio, une prière muette dans l'église où elles avaient dormi, une lettre de recommandation signée par maman Lucie pour Sarah. Les témoins furent des collègues, des voisins, des paroissiens. Le monde réel, avec sa lenteur, en fut le témoin le plus honnête. Annabelle posa une exigence que la ville applaudit moins que quelques chroniqueurs. Elle voulut que Sarah rende des comptes. Pas pour la punir, mais pour établir un cadre où la confiance pourrait se recréer. Elles établirent un accord écrit, simple, engagement de présence, activité de réparation, restitution de ce qui pouvait l'être et un suivi régulier orchestré par un groupe de soutien du quartier. C'était austère, mais c'était réel. La transformation d'Annabelle ne fut pas de celle que l'on médaille avec des titres. Elle resta fidèle à l'idée que la dignité ne se mesure pas en écho médiatique, mais en personnes aidées. Elle fit pression pour améliorer les conditions de travail de ses collègues, elle fit preuve de leadership, et sa reconnaissance se transforma en opportunités qui, petit à petit, firent d'elle un visage respecté de la restauration locale. Lors d'une remise de prix municipale, on l'appela pour remercier les acteurs associatifs. Elle monta sur scène, non pour célébrer sa gloire, mais pour parler de son équipe. Les journalistes, cette fois, n'écrivirent pas d'articles à sensation. Ils racontèrent une histoire de persévérance. Sarah fit sa part.
Elle travailla, non pour reconquérir l'ancienne place qu'elle avait abîmée, mais pour devenir quelqu'un de fiable. Les collègues qui l'avaient craint au départ finirent par remarquer sa constance. Elle suivit les séances de parole recommandées, affronta sa honte, comprit comment ses choix antérieurs avaient blessé. Le processus fut long et parsemé de rechutes, des moments où elle envia la facilité, des tentations de retomber vers des raccourcis. Mais chaque fois, la main d'Annabelle lui rappelait les termes du pacte: honnêteté, travail, transparence. Les mois passèrent. Un jour, sans fanfare, les deux amis se retrouvèrent à nouveau devant le vieux banc du studio, non pas pour sceller une promesse d'enfance, mais pour dresser un constat. Elles n'étaient plus les mêmes, et c'était acceptable. Il y avait encore des fissures, certaines plus profondes que d'autres, mais il existait désormais une trame sur laquelle rebâtir. L'ancienne comptine « Nous réussirons ensemble » reprit une forme plus humble. Nous construirons à présent à deux si c'est juste. Les mots étaient prudents, leur vérité lourde. La réconciliation fut accompagnée d'un geste pratique. Annabelle utilisa quelques économies pour aider Sarah à obtenir un module de formation en service client. Et Sarah, de son côté, s'investit pour animer une séance d'orientation aux nouveaux employés du restaurant, parlant de ce que signifie tenir parole. Ces actes, plus que les paroles, marquaient la réparation. Dans la communauté, certains saluèrent la démarche, d'autres restèrent sceptiques. Mais la reconstruction n'avait pas pour but de séduire les foules, seulement de restaurer ce qui pouvait l'être. Le destin, dans cette histoire, ne fut pas une entité mystérieuse qui punit ou récompense. Il fut l'enchaînement des choix et des conséquences, des rencontres providentielles et des refus. Le retournement, que le titre avait annoncé comme une ironie mordante, « Riche et célèbre, ma meilleure amie m'a laissé derrière, mais le destin a ses plans », se fit moins par une main vengeresse que par la logique de la vie. La route rapide avait ses coûts, la patience ses fruits. La justice rendue ne fut pas spectaculaire, elle fut surtout pédagogique. Pour autant, la compassion n'effaça pas la mémoire. Annabelle ne céda pas à l'oubli. Elle fit preuve d'une magnanimité robuste. Elle accueillit, mais elle exigea responsabilité. Sarah apprit à ses dépens que la célébrité néfasta l'éthique. Elle la reconstruisit, lentement, dans l'ombre de la cuisine et la clarté des petites tâches quotidiennes. Leur amitié, marquée de craquelures, devint une amitié consciente, informée par l'expérience, moins naïve, mais peut-être plus vraie. Un soir, alors que la pluie revenait, le même bruit qui avait accompagné la chute de Sarah, elles se retrouvèrent devant l'appartement que l'on partageait jadis. La valise d'autrefois était maintenant rangée dans un placard, le matelas mieux posé. Elles rirent brièvement d'un souvenir naïf et pleurèrent aussi, pour ce qui avait été perdu. Puis elles se tinrent la main, non plus pour partir vers un rêve lointain, mais pour rester et construire ici. Ce geste, discret, c'est là quelque chose de réel. La leçon que laisseront leur vie, si l'on doit en retenir une, n'est pas un sermon facile ni un manuel de morale. Elle est une invitation à penser aux choix que nous faisons quand la tentation de l'ascension rapide se présente. Elle nous demande de mesurer le prix des raccourcis et de valoriser le travail honnête, la foi comme ancre et la communauté comme soutien. Elle nous rappelle aussi que le pardon est possible, mais il n'efface pas la blessure, il la transforme en mémoire utile. Que retenir alors? Que faire si vous étiez à leur place? Pardonneriez-vous sans condition? Auriez-vous la force de tenir comme Annabelle lorsque la solitude mord? Ou ressentiriez-vous, comme Sarah, l'appel des chemins qui promettent la lumière facile? Ce sont des questions que chacun porte. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'on peut tomber et se relever autrement. Abonnez-vous pour d'autres récits qui secouent l'âme et invitent à la réflexion. Des histoires où la foi, le travail et l'amour du prochain ne sont pas des slogans, mais des chemins concrets.